C'est un clap low-tech pour décarboner la culture. Pourquoi est-ce qu'on s'est occupé de décarboner la culture? Généralement, quand on parle de l'enjeu énergie-climat, on a tendance à tout résumer sur les secteurs amont, c'est-à-dire les transports, l'industrie, le numérique, l'alimentation, etc., etc. Mais en fait, comme je dis souvent, c'est une manière de vouloir changer de régime, mais de regarder que les couverts. Parce que quand on regarde à quoi servent les transports, à quoi sert l'industrie, à quoi sert l'alimentation, tout ça sert énormément à la culture. Un petit chiffre, la culture par exemple sur les transports, c'est la 3e cause de mobilité des Français. Si on prend par exemple les transports, si on regarde un musée comme le musée du Louvre, c'est à peu près 4 millions de tonnes équivalent CO2, donc à peu près 2 millions d'aller pour New York en avion. Donc en gros, c'est essentiellement lié au déplacement des visiteurs américains et chinois. Si on regarde par exemple l'alimentation, sur un grand festival comme les Vieilles Charrues, on l'a estimé à peu près 7000 tonnes équivalent CO2, essentiellement lié au fait que l'alimentation elle soit carnée. Si on regarde le chauffage, généralement, par exemple, sur les bâtiments, c'est à peu près la moitié des bilans carbone des scènes nationales, parce qu'elles sont souvent chauffées au fioul, donc ça fait des dizaines, voire des centaines de tonnes équivalent CO2. Et si on regarde à quoi sert le numérique, dont le Shift raconte que ça fait à peu près 4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, et en fait 80% des données qu'on consomme sur Internet, c'est de la culture. 30% c'est de la VOD, 20% c'est de la pornographie, ça fait partie de la production audiovisuelle, 0,5% c'est le streaming musical, 10% c'est YouTube et Vimeo qui servent beaucoup à l'industrie musicale, 10% c'est le jeu vidéo, et après il ne reste plus grand chose, et le plus grand chose c'est le reste d'Internet à peu près. On a proposé dans le plan de transformation de l'économie française culture plusieurs axes de transformation du secteur. Le premier, c'est la relocalisation. Je donne un exemple très concret. Il y a quelques années, le Théâtre National de la Colline, qui avait ses entrepôts de décors en Normandie, a décidé de les remettre en Île-de-France. Et ça, c'est des kilomètres parcourus, fois des émissions de CO2, fois des masses transportées, fois le nombre de véhicules utilisés. Donc tout de suite, c'est des impacts assez significatifs. Dans le secteur du livre, la relocalisation, c'est avant tout relocaliser la production, aussi bien la production de la pâte à papier et du papier que l'impression, qui représentent à eux deux une grosse majorité du bilan carbone des émissions de la fabrication de livres. Et aujourd'hui, on a à peine 10% de livres qui sont imprimés en France, sur du papier en France, avec de la pâte à papier issue d'arbres français. Donc on a un enjeu ici et des choix qui permettent de diminuer les distances d'un facteur 20. On parle également de renoncement, en particulier à des pratiques qui sont très énergivores. Alors on pense autant à la viande rouge sur les grands festivals ou en général dans la régie alimentaire des structures culturelles, mais on pourrait aussi ajouter par exemple les clauses d'exclusivité territoriale. Ça, très concrètement, ça consiste à empêcher un artiste de tourner sur le territoire pendant une longue durée pour en garder l'exclusivité sur son festival ou sur son événement. Dans le livre, ça pourrait être par exemple renoncer à un rapport d'achat d'un objet livre pour se contenter d'accéder à l'œuvre livre. Est-ce que j'ai vraiment besoin de posséder l'objet livre ou est-ce que je peux l'emprunter, le louer, le revendre, lui donner une seconde vie, une 3e vie, etc. L'éco-conception des œuvres, ça consiste à s'interroger sur de quoi j'ai besoin pour construire mon décor, donc quels matériaux, comment est-ce que je vais les transformer. Tous les procédés de transformation, par exemple, si je veux faire un toit en tôle ondulée dans un opéra, ça va consommer de l'énergie. Quel impact ça va avoir sur les tournées? Si c'est de la tôle ondulée, c'est beaucoup plus lourd, par exemple, que du plastique recyclé, donc ça va peser très lourd en tournée, donc ça va émettre des tonnes de CO2 pendant les déplacements. Et puis à la fin, qu'est-ce que je fais de ces décors? C'est quoi les extrants? Est-ce que ça finit dans une recyclerie locale parce que j'ai tout bien pensé pour que tout se démonte et que je puisse le donner à un acteur culturel? Ou est-ce que j'ai tout collé ensemble et ça finit à la benne? Voilà à peu près les questions qu'on se pose sur l'éco-conception. L'intégration des enjeux de mobilité aussi, c'est un enjeu crucial parce que quand on regarde de très près, aujourd'hui la tendance, c'est ce qu'on appelle l'attractivité territoriale. On fait des événements de plus en plus gros, que ce soit dans les structures ou dans les festivals, on va aller chercher du public de plus en plus lointain. Et ça, très concrètement, ça se traduit souvent par des transports très carbonés, comme l'avion. Je donne un petit chiffre du rapport, mais s'il y a 3% des festivaliers des Vieilles Charrues qui viennent en avion, ils font 60% des émissions des transports du festival. Le corollaire de ce que je viens de raconter, c'est la réduction des échelles, parce que très concrètement, si on a besoin de mobilité très lointaine, c'est souvent parce qu'on a fait croître sa jauge. Quand on regarde beaucoup de festivals, par exemple, alors je parlais des Vieilles Charrues, mais on peut même citer Wheel of Green, qui est un festival engagé sur tout un tas de sujets. Ils ont multiplié en quelques années leur jauge par 10 à peu près, enfin par 9 pour être exact. Donc on voit bien en fait qu'il y a un questionnement à avoir sur la croissance de mon événement et à quel point ça va m'obliger à aller chercher du public lointain. Donc, penser son événement à la hauteur de son territoire, c'est important pour les enjeux de résilience. Et enfin, il y a les enjeux de ralentissement. Pour moi, dans ma compagnie de théâtre, il n'y a rien de pire que de faire des centaines de kilomètres pour jouer une fois et repartir le lendemain matin. Et là, il y a des artistes qui s'engagent sur ce sujet-là.
Il y a plein de manières de le faire, il y a notamment des artistes qui passent beaucoup plus de temps sur les territoires où ils vont jouer, en donnant des masterclass, en cherchant à faire du featuring avec des artistes locaux. Bref, on n'est pas en train de dire qu'il ne faut plus faire bouger les artistes, on est en train de se demander comment on va pouvoir les faire bouger plus longtemps et plus en lien avec les publics qui viennent les voir. La culture en 2050, à quoi ça ressemblerait? On va un peu jouer aux devinettes parce qu'on ne sait pas exactement, mais en tout cas ce qu'on souhaite dans une stratégie de résilience du secteur, c'est des flux sur des plus courtes distances, probablement les artistes qui se déplacent plus que les publics, sur des échelles plus petites, et avec des jauges qui sont raisonnées par rapport au territoire, tout en concevant des œuvres qui sont pensées pour avoir le moins d'impact pendant ces déplacements-là.